Good morning, General. Bonjour de la conférence générale de l'Église méthodiste unie. Bonjour les visiteurs, les observateurs, les délégués suppléants, je vous vois. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne. Je m'appelle Cynthia Moore-Cocoy et ce qui est le plus important à propos de moi, c'est que j'adore Jésus. J'adore Jésus et j'adore l'Église méthodiste unie dans cet ordre. Alors, j'ai eu une relation personnelle avec Jésus-Christ depuis que j'ai 12 ans. Et ma relation avec Jésus a été perfectionnée en étant en communauté avec les autres qui adorent Jésus. Également, c'est vraiment une belle bénédiction de passer ces 2 semaines avec des milliers de méthodistes unis qui connaissent et qui aiment Jésus comme ils s'aiment. J'ai le privilège de servir en tant que l'évêque de la conférence de la Pennsylvanie de l'Ouest et je collabore avec l'évêque de la conférence de Susquehanna. Je suis une femme afro-américaine cisgenre et en plus, je suis multiraciale. À peu près 32 personnes de mon ADN viennent de l'Afrique de l'Ouest. Presque 25% est de Bantou, c'est du centre du continent de l'Afrique. Et à peu près 20% de ADN est nigérien. Merci mes frères et sœurs, merci de votre amour. Et à peu près 20%, c'est une combinaison, un mélange de l'ADN des îles britanniques. Et je vous aime, mes frères et sœurs, de la Suède, du Danemark et de la Norvège. Je m'identifie en tant qu'une femme afro-américaine qui est jeune dans le cœur, une femme adulte. Aujourd'hui, je collabore avec 2 collègues, l'évêque Tom Berlin de la conférence de la Floride et l'évêque Cédric Bridgeforth de la conférence de l'Alaska, Oregon, Idaho et du Pacifique Nord-Ouest. Ils travaillent beaucoup dans le Nord-Ouest. Et bien qu'il ne voudrait pas le reconnaître précisément, mais je vais aussi reconnaître que je vais collaborer avec notre parlementaire Maurice Anderson. C'est très important que j'appelle son nom, parce que dans ma culture, nous appelons le nom très souvent de nos ancêtres. Nous nommons nos ancêtres spirituels, sociaux, etc. Et lorsque nous nommons ceci dans les prédications ou dans nos prières, nous faisons référence en termes de les appeler leur nom. Donc, de nommer nos ancêtres, ça nous aide à revendiquer notre identité. Une identité qui a été volée par l'esclavage et continue à être dénigrée par le racisme. Beaucoup de nos ancêtres nous aident à accéder à la sagesse que Dieu a donnée à nos ancêtres. Et je partage ceci avec vous. Et j'identifie avec mon parlementaire par son nom parce que mon père et mon grand-père étaient nommés Maurice également. C'est un nom ancestral pour moi. Et donc, dans ce moment, je revendique mon identité.
En ce moment, je revendique l'accès à la sagesse Dieu donnée de tous mes ancêtres. Alors, je vais collaborer avec mes collègues, mon parlementaire, mais ce qui est le plus important, la meilleure collaboration, c'est ma collaboration avec vous, les délégués de la conférence générale. Mon rôle, c'est d'établir un environnement pour vous, pour que vous puissiez faire le meilleur discernement possible. Mon rôle, c'est pour m'assurer que les décisions que vous allez prendre dans l'ensemble font partie de votre discernement, mais va aussi surmonter toute la scrutinée de l'Assemblée, mais aussi du Conseil judiciaire. Nous allons faire ce travail ensemble. Après ma prière, je vais faire référence à moi-même en tant que la présidence et vous, vous serez les délégués. Ne permettez pas cet environnement officiel que mon amour ne sera pas accordé à vous tous. Mon amour est par la présence du Seigneur. Nous allons faire notre travail ensemble. Priez avec moi. Ô Créateur, Rédempteur, notre soutien. Notre réconfort. Nous sommes tranquilles. Aide-nous à savoir et que le monde sache à travers nous que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je voudrais partager une note. Hier soir, l'évêque Ounda a perdu son frère. C'était une situation inattendue. Alors, lorsque nous passons à travers la journée, priez pour sa famille et pour lui. Et j'espère que c'est un rappel de l'importance du travail que nous faisons lorsque nous faisons notre travail. Alors maintenant, j'invite Dr Giovanni Arroyo, secrétaire général de la Commission Religion et Race, et secrétaire général Don Wiggins-Hare de la Commission sur le statut et le rôle des femmes. Bonjour, buenos dias. Secrétaire général Don Wiggins-Hare de la conférence Alabama Ouest et Floride. Laïque, femme laïque, blanc, adulte. Secrétaire général Giovanni Arroyo, conférence Baltimore-Washington, Latinx, clergé, homme, adulte. Je remercie Dieu que c'est vendredi. Nous avons travaillé beaucoup sur des questions qui vont faire un impact sur la mission et le ministère. Nos décisions fournissent des directions pour savoir comment continuer à être les témoins de l'amour et de la justice de Dieu. Notre discernement depuis la semaine passée nous a menés à de nouvelles frontières. Il y a un clin d'œil sur le travail d'équité que nous devons continuer à nous efforcer à faire comme nous travaillons dans le royaume de Dieu. Mes amis, vous nous avez demandé, comme nous-mêmes, pour la composition de genre des délégués élus ici à la conférence générale. Nous sommes reconnaissants pour le reçu de nombre et des chiffres préliminaires de la conférence générale hier soir. C'est vraiment ahurissant. Selon nos données en 2016 et 2019, les femmes étaient à peu près à 36% des délégués à la conférence générale. Alors, maintenant, nous allons commencer sur le tableau des conférences centrales.
En temps de genre, dans nos conférences centrales, les femmes ont représenté 29 % et les hommes 69 %. D'accord, vous voyez? Alors voilà, continuons aux États-Unis. Ce tableau. Regardez ça. Oui, je l'ai entendu. Regardez ça. Les femmes, 52 %. Hommes, 45 % et aucun genre est listé à 3 %. Alors, notre travail est cumulatif. Alors, maintenant, ce sont des chiffres qui n'ont pas été vérifiés. C'est 56 % d'hommes en tout et femmes, 42 % en tout. Nous avons inscrit dans l'histoire ce grand accomplissement. Nous avons une augmentation de 6 % de représentation de femmes, d'augmentation depuis la conférence générale passée. Alors, au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette dernière journée de délibération, alors passons un coup d'œil sur certains tableaux qui vont nous aider à comprendre ce que nous avons fait cette semaine. Alors voilà, pour les orateurs chaque jour, les intervenants, vous verrez ceci. Lundi, et ça nous montre comment nous avons entendu les voix diverses au cours de la journée. Mais en fait, au cours de la semaine, les voix des Blancs ont augmenté. Mais hier, nous avons eu une meilleure représentation. Et les prochains tableaux, alors, vont nous donner combien les interventions entre les délégués des conférences centrales et des États-Unis se sont déroulées. Par exemple, les pétitions qui étaient beaucoup plus centrées sur les États-Unis, invitant les délégués américains à parler par rapport à une journée où les délibérations étaient à propos de la régionalisation. Lorsque c'était des pétitions où les conférences centrales ont participé beaucoup mieux. Le travail de l'équité continue aujourd'hui lorsque nous nous engageons dans les pétitions finales de cette conférence générale, y compris le budget. Cet engagement de l'Église à être beaucoup plus équitable nous fait réfléchir à comment pouvons-nous savoir que les propositions vont nous déplacer ou peut-être nous empêcher à avoir une mission vitale et un ministère vital. Qui est impacté par notre décision? Qui ne se trouve pas avec nous? Qui est impliqué dans le budget, dans la prise de décision du budget? Est-ce que les propositions accroissent ou élargissent ou créent des programmes qui sont vitaux et cruciaux et qui indiquent que certaines personnes seraient désavantagées? En tant que délégué, vous fixez la direction de l'Église avec chaque vote. Que vous puissiez continuer à vous engager dans une conférence sainte pour finir notre conférence générale historique. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites et nous vous remercions de faire partie de ces réflexions quotidiennes. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous avons des rapports des comités administratifs. Le premier rapport est le rapport sur l'ordre du jour et le calendrier. Alors, Emily Allen est aussi la coordinatrice du calendrier. Alors qu'il s'approche du micro, je vous demande de prendre votre appareil de vote et aussi je demande à l'équipe technique d'effacer tout le groupe d'intervenants sur notre appareil. Merci, évêque. Le programme pour notre dernière journée à cette conférence générale est imprimé à la page 2274 du DCA d'aujourd'hui. À la page 2274. Le comité sur l'ordre du jour et du calendrier recommande les changements suivants pour le reste de la journée. Avant de recevoir le rapport de GCFA, nous allons entendre un rapport du comité interjuridictionnel sur l'épiscopat. Durant notre plénière à 16 heures, nous allons reconnaître les nouveaux membres du conseil judiciaire et les membres qui vont compléter leur service. Je
veux aussi que nous allons ajourner à 18h30. Par contrat avec le centre de convention et le personnel, nous ne pouvons pas continuer passer l'heure d'ajournement de 18h30. Je propose l'adoption du programme d'aujourd'hui avec les changements tels que je les ai décrits. Nous allons ouvrir la possibilité de prendre la parole si vous voulez vous inscrire maintenant. Maintenant, la question devant nous est sur l'adoption de la motion pour adopter l'ordre du jour d'aujourd'hui avec les changements qui ont été décrits. Si vous voulez intervenir, vous pouvez vous inscrire. Y a-t-il une discussion? Maintenant, j'appelle Gomer Chemsoua pour une question. Micro 2 et faites-nous savoir quelle est votre question. Merci, Monseigneur évêque, Gomer Chamoussa, délégué laïque, conférence du Sud Congo. Nous venons de suivre l'ordre du jour et les formalités de départ, comme quoi il n'y a pas une minute supplémentaire. J'aimerais savoir, il y a des délégués qui sont venus et qui partiront après-demain, c'est-à-dire le 5. Quelles sont les dispositions pour ces délégués-là? Parce qu'ils n'ont pas reçu les billets par l'organisation. Ils se sont pris en charge, bien qu'ils ont été remboursés. Comment est-ce que ces délégués-là vont s'y prendre? Parce qu'ils auront un jour supplémentaire. Merci. Thank you. Merci de votre question. On va se renseigner et puis on va vous répondre un petit peu plus tard, lorsque nous aurons les renseignements. Maintenant, nous allons discuter la motion pour adopter l'ordre du jour. Maintenant, j'appelle Atuka pour parler en faveur d'adopter le programme d'aujourd'hui. Je ne vois personne qui va au micro, donc peut-être je ressens maintenant que vous êtes prêts à voter sur l'ordre du jour. Alors, mes bien-aimés, maintenant, nous allons procéder au vote. La motion exige un vote à la majorité. La question est sur l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été émis avec les changements. Ceux qui veulent bien adopter l'ordre du jour vont appuyer sur 1, les autres 2 sur 2 pour non. Vous pouvez voter maintenant. The vote is now. Le vote est terminé. May we have the results? Voyons les résultats. 678 votes,
pour oui et 14 pour non. Donc, le programme a été adopté avec les changements tels qu'ils ont été décrits. Merci beaucoup. Nous avons alors 26, dont 17 pétitions doivent être traitées aujourd'hui selon le paragraphe 707.10. Nous allons continuer à travailler à travers tous ces rubrique du calendrier. Et comme je vous rappelle, les présidences de chaque comité législatif nous rejoignent chaque matin pour nous aider à regrouper et comment prioriser tout l'ordre de ces pétitions que nous devons traiter. Hier après-midi, vous avez manifesté que nous sommes capables vraiment de traiter efficacement tout ceci. Donc, si nous nous focalisons, comme nous avons fait hier, nous pouvons le faire. Et donc, maintenant, je voudrais remercier notre vice-président Isman Nakoui, notre secrétaire Marie Spradlin et aussi notre coordinatrice Suzanne Bramba. Et aussi tous les membres de notre comité pour leur travail dévoué au comité et leur volonté de participer à nos réunions chaque matin à 6h30. Susan Bramba, coordinatrice du calendrier laïque de la conférence du Nouveau-Mexique. Blanche, femme. Et donc, j'avais mentionné hier que le numéro du calendrier 426, sur lequel nous avions agi auparavant sur le bloc de résolution B04, avait quelques textes qui manquaient et donc que nous voulions alors corriger. Maintenant, le texte corrigé apparaît dans le DCA d'aujourd'hui à la page 2334, numéro du calendrier 426, à la page 2334. Avant la présentation de ce numéro de calendrier, nous allons suspendre les règles qui exigent que ce calendrier doit être entre les mains des délégués au moins 24 heures à l'avance. Donc, c'est notre rapport et nous avons terminé. Alors, applaudissons-les. Très bien. Maintenant, nous reconnaissons le secrétaire Gary Graves de la Conférence générale. Certains d'entre nous apprenons très différemment. Ils nous ont partagé les chiffres, etc. Avec nous, mais parfois les images sont beaucoup mieux de voir. Alors, nous allons vous donner une image pour vous aider. Hier, c'est ce que nous avons accompli. Nous attendons l'image. Alors, on va recommencer peut-être. Aujourd'hui, voilà, c'est ce qui est devant vous. Alors, aidez-nous à résoudre ce problème. Alors, il faut vraiment travailler beaucoup plus rapidement, comme vous voyez. Nous vous demandons, quand vous êtes tenté de passer 1 heure au lieu de 10 minutes sur une certaine pétition, nous prions que lorsque vous entendez votre nom, et nous savons exactement à quel micro nous rendre, réfléchissez pour savoir si c'est vraiment nécessaire d'intervenir au lieu d'entendre des voix qui n'ont pas été déjà entendues. Alors ça, c'est très visuel. Alors, nous avons beaucoup devant nous. Merci. Alors, le prochain rapport
du comité, c'est le comité des procès-verbaux. Et donc, Rachel Miller, diacre ordonné de l'Ohio de l'Ouest. Nous sommes reconnaissants pour les 12 années d'avoir eu la direction de l'évêque Gregory Palmer et de sa femme Cynthia. Et on leur souhaite tous nos bons voeux pour leur retraite. Je voudrais aussi remercier Rachel Wright de la conférence du Rio, Texas, qui a servi avec moi, comme nous sommes un comité de 2 personnes. Pour notre rapport du comité des procès-verbaux, les errata sont les déroulements de la conférence sont affichés sur le site du DCA et lors de votre retour, vous aurez toujours accès à ceci. L'errata peut être lu à la page ou dans le volume du DCA d'aujourd'hui. Nous avons aussi à la page 2262 pour une correction d'orthographe et aussi à la page 2259 pour la mémoire de ceux qui sont décédés, l'évêque Felton, mais n'a pas été inscrit sur la liste et nous sommes désolés. Nous avons aussi fait des mises à jour pour les nominations et aussi pour les fautes d'orthographe à la page 2199. Donc, ceci conclut notre rapport. Alléluia. Le prochain rapport du comité administratif, c'est le comité sur les présidents de séance, Jasmine et Oden. Bonjour. Très bien. Bonjour en philippin. Alors, vous vous souvenez comment ça se dit? Nous avons finalement terminé et nous sommes à la dernière matinée de notre conférence générale et nous prions que vous êtes fiers du travail que vous avez accompli et que nous accomplirons aujourd'hui. Je m'appelle Révérende Jasmine Rose Smothers, je suis pasteur, femme afro-américaine adulte et déléguée de la conférence de la Géorgie du Nord des États-Unis. Mes pronoms sont féminins. Oden Westad et moi-même, nous avons eu le privilège de diriger le comité des présidents de séance. Oden et moi, nous représentons 12 membres du comité de conférence centrale et des juridictions, 6 pasteurs et 6 laïcs. Remercier Oden, Honorine Mojing-Mowad, Nitsa Dovenspike, Alice Lassayo, Christine Flick, Thomas Fulux, Arnaldo Estrella, Sandy Olewine, Clayton Oliphant et Tom Salzgiver. Ils ont fait un très bon travail depuis 2 semaines. Guten Morgen, je m'appelle Oden Westad, laïque de la conférence de la Norvège et de la conférence centrale du Baltique du Nord et de l'Ukraine. Après 2 semaines, ça va me manquer de vous donner une leçon linguistique. Mais comme je vous ai dit la première semaine, nous avons eu une 2e langue et c'est pour nous comprendre. Mais d'après ce que je comprends, c'est que nous avons achevé tout ceci à Charlotte. Nous nous sommes bien compris. Alors, nous voulons remercier les évêques Bickham Size, Wallace Padgett, Graves et Easterlin de nous avoir dirigés tellement bien hier. Oui, ils ont fait du bon travail. Et en fait, je crois qu'on devrait remercier tous nos présidents de séance qui ont offert leur direction depuis 2 semaines.
Nous voulons remercier nos évêques pour leur travail en tant que président de séance, l'évêque O et Bard. Nous vous remercions de nous préparer pour la tâche qui nous a été confiée. Conseil des évêques, nous savons que vous entendez en général des critiques, mais aujourd'hui, nous voulons que vous entendiez des paroles d'encouragement et de reconnaissance. Votre préparation a été très évidente. Merci de vous avoir investi dans les ressources de formation, de coaching et aussi pour la présence d'un parlementaire, Molly Sanderson, qui est ici avec nous. Nous adorons cette équipe et ce modèle de triade que vous avez utilisé pour vous soutenir les uns et les autres. Vous avez apporté un langage, une culture et un esprit de collaboration à ce travail et ça a été un très grand dos. Célébrer toutes ces décisions qui ont été vraiment les premières de notre vie a été un très grand privilège. Nous vous remercions d'avoir pris soin de notre Assemblée. Nous avons été tellement impressionnés par les évêques que vous avez choisi pour la toute première conférence générale. La plupart de ceux qui ont présidé n'avaient présidé que sur une seule conférence annuelle et pourtant, vous vous êtes approchés à ce travail avec la grâce et le courage et un esprit de direction avec l'assistance de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à l'évêque Cynthia Moore-Cocoy, l'évêque Karen Oliveto et Grégory Palmer, et aussi notre nouvelle présidente du Conseil des évêques, Tracy Smith-Malone. Encore une fois, je vous demande de parler lentement, précisément et avec respect et directement au micro pour que nous puissions accomplir notre travail aujourd'hui. Merci pour votre collaboration et de collaborer avec les présidents de séance. Merci beaucoup. Merci de votre rapport. Le prochain rapport est un rapport pour le rapport du comité interjuridictionnel. Nous voulons être sûrs que nous avons le nom correct du comité. C'est le comité interjuridictionnel sur l'épiscopat. Je reconnais Kim Ingram pour présenter le rapport. Merci, évêque. Je suis Kim Ingram. Je suis membre du clergé de North Carolina de l'Ouest. Merci. Je suis blanche, femme adulte. Et je veux aussi présenter ceux qui sont ici avec moi. C'est le comité exécutif du comité interjuridictionnel sur l'épiscopat. Jasper Peters, vice-président. Beata Ferris, secrétaire. Amy Lippold, président de Sud Central Juridiction. Judy Kennison, président pour le Nord-Est Juridiction. Barry Tritle, président de Juridiction Nord-Centrale. Dan Herbert, président pour la Juridiction de l'Ouest. Et Alex Schenck, secrétaire de Juridiction Sud-Est, servant comme représentant puisque je suis président du comité sur épiscopat de Sud-Est juridiction. Je suis très reconnaissant pour la collaboration que nous avons expérimentée. Le comité sur épiscopat interjuridictionnel est composé de 2 personnes de chaque conférence telle qu'elle existait en 2020. Un laïc et un pasteur, un laïc et un clergé qui siègent au comité juridictionnel sur l'épiscopat. Toutes ces personnes forment l'ensemble du comité interjuridictionnel. Nous sommes 100 personnes environ. Le rôle des comités juridictionnels sur l'épiscopat est de soutenir les évêques dans les juridictions et de leur rendre des comptes. Nos dirigeants épiscopaux méthodistes unis, nos évêques ont assuré une direction fidèle et sans crainte en cette période difficile pour l'Église. Donnons notre gratitude.
Nous leur sommes reconnaissants d'avoir été une présence pastorale, une voix courageuse et prophétique et dirigeants fidèles qui guident les conférences annuelles dans le monde entier. Nous reconnaissons la valeur de leadership, en particulier en cette période, ainsi que la nécessité d'investir dans nos évêques. Nous avons donné la priorité à des dirigeants épiscopaux qui continuent à aider les conférences annuelles à faire face aux changements, à réorganiser notre vie commune et à offrir une vision pour que le royaume vienne sur la terre comme au ciel. Le travail du comité interjuridictionnel est défini au paragraphe 512 du livre de discipline. Le comité a deux fonctions principales: discuter de la possibilité de transférer des évêques d'une juridiction à l'autre et examiner une demande fondée sur les besoins missionnaires pour qu'une juridiction ait plus d'évêques qu'elle en a. Afin de remplir ces deux fonctions, nous devons également recommander à la conférence générale le nombre total d'évêques dans les juridictions. Selon la décision 1312 du Conseil judiciaire de mai 2016, cela inclut le nombre d'évêques assignés dans chaque juridiction. Le comité interjuridictionnel sur l'épiscopat s'est réuni pour s'organiser le samedi et depuis le lundi, nous nous sommes réunis 4 fois pendant le déjeuner ou le dîner. En outre, conformément à la pétition qui a été approuvée, le comité exécutif a consulté le comité exécutif du Conseil des évêques et la GCFA lors du déjeuner hier. Nous avons pris notre mission au sérieux et exploré en profondeur de nombreuses options différentes. Les besoins missionnaires des juridictions ont toujours été au centre de nos conversations. En voici quelques-uns. Des régions densément peuplées offrant des possibilités d'évangélisation importantes. De grandes régions géographiques avec des églises situées à des distances importantes les unes des autres. Des régions où la désaffiliation est importante et qui continuent à avoir besoin d'un leadership pastoral et d'efforts de reconstruction. Les provisions de croissance de la population dans certaines régions du pays, enseignements tirés des expériences précédentes et de couverture épiscopale. Nous avons reconnu que des choses belles et inattendues émergent lorsque nous vivons à l'image du corps du Christ. L'image des conférences du Kansas-Est et Kansas-Ouest et du Nebraska qui ont été confiées à un seul évêque a été citée. C'était inattendu et à l'époque, les gens étaient sceptiques quant à ce potentiel. Ces conférences ont fini par fusionner par leur propre choix et témoignent aujourd'hui qu'elles s'en portent mieux. Elles entretiennent des relations solides, exercent des ministères importants et ont appris les unes des autres. La pétition qui a été approuvée cette semaine par la conférence générale comprenait un mandat pour prendre en compte des critères tels que le nombre de conférences de charge et de membres du clergé, la taille géographique et le nombre de membres de l'Église. Nous sommes reconnaissants à la GCFA d'avoir fourni rapidement les informations disponibles, d'avoir été présents et nous avons indiqué que chaque juridiction doit avoir au moins 5 évêques. D'autres sujets de conversation ont été abordés, mais ce ne se limite pas à ce qui suit. Un rappel de l'encouragement de penser aux 7 générations à venir, la nécessité de disposer d'une marge de manœuvre au cours des 4 prochaines années afin d'explorer la fonction d'épiscopat, notre capacité financière actuelle et de vivre la régionalisation. Nous reconnaissons qu'il y aura 32 évêques actifs une fois que les départs à la retraite auront eu lieu cette année.
Il s'agit d'une attrition naturelle. La semaine dernière, nous avons discuté l'importance sur le nombre d'évêques en Afrique. Il a été reconnu que les conférences centrales d'Afrique ont présenté un argument basé sur les besoins missionnaires et que la décision finale était principalement basée sur une réalité financière. Dans le budget qui sera présenté aujourd'hui, le Fonds épiscopal finance 32 évêques actifs dans les juridictions. Pour atteindre les objectifs missionnaires de l'ensemble, des sacrifices mutuels pourraient être nécessaires. À plusieurs reprises, au cours des réunions, nous avons entendu le point de vue de chaque juridiction. Les juridictions se sont réunies séparément au cours des réunions pour parler du contexte et des possibilités. Chaque juridiction a présenté une justification et les besoins missionnaires d'un nombre d'évêques supérieur à celui qui a été disponible pour être reparti entre les 5 juridictions. Au cours de la semaine, l'Esprit a agi au sein du corps. Nous avons commencé le travail sans avoir travaillé ensemble auparavant en tant que 5 entités distinctes. Lorsque nous avons levé la séance hier soir, nous étions devenus une famille. Après avoir partagé les informations sur notre charge, notre processus et les considérations, nous partageons maintenant avec vous les chiffres. Nous recommandons 32 évêques au service des juridictions pour le quadriennat 2025 à 2028. Les 32 évêques seront répartis de la manière suivante. Le Sud-Est, juridiction, aura 9 évêques. Juridiction du Nord-Est aura 6 évêques. Juridiction du Centre-Nord aura 6 évêques. La juridiction du Centre-Sud aura 6 évêques. Et la juridiction occidentale comptera 5 évêques. Cette recommandation nécessiterait le transfert de 2 évêques à la juridiction de l'Ouest et d'un évêque à la juridiction du Nord-Est. Chacune des autres juridictions, Sud-Est, Sud-Centrale et Nord-Centrale, aura un évêque actif de plus que celui qui lui a été assigné. Notre priorité sera de ne pas faire du mal. En outre, ce chiffre ne prévoit pas d'élection épiscopale, à moins qu'il y ait une vacance inattendue dans les juridictions. Telle est notre recommandation à l'Assemblée. Merci beaucoup pour votre rapport. Et pour que nous agissions sur la recommandation, il faut une motion. Alors, le comité interjuridictionnel sur l'épiscopat fait une motion pour accepter ce que je viens d'identifier. Il y a la motion et appui pour la motion pour la distribution des évêques comme le comité nous a expliqué. C'est ça la motion qui est devant nous. Dans un moment, nous allons ouvrir la liste. Si vous voulez parler, la question est sur la motion de distribution des évêques dans les juridictions comme expliqué par le comité interjuridictionnel sur l'épiscopat. Vous pouvez vous enregistrer pour parler. Il y a une enquête de Amanda Bonnet-Kim, micro 1. Bonjour, je m'appelle Amanda Bonnet-Kim. Je suis jeune adulte pour encore quelques années. Je suis femme et je viens de la conférence de Nouvelle-Angleterre. Je suis multiethnique, 50% coréen. Alors, j'ai une question en 2 parties. Ce n'est pas 2 questions, mais c'est la même question en 2 parties. Alors, en l'honneur de l'esprit des rapports que nous avons reçus ces 2 semaines, je me demande si nous pouvons avoir identité, la diversité des évêques actifs. Maintenant, il y a 40 évêques, y compris évêque Johnson,
Posez la question, ne donnez pas l'information. Alors, prenez votre question au complet. L'information est pertinente à la question que j'ai pour transparence. J'ai besoin de vérification si l'information est correcte. Alors, si nous répondons à la question, posez la question tout simplement. Est-ce que c'est juste que parmi les 39 plus 1 évêques actifs, que 12 sont noirs, 3 sont hispaniques, donc ça représente les pays hispaniques, 2 sont API et 2 représentent les nations indigènes. Est-ce que c'est une représentation correcte de notre diversité? Et qu'est-ce que ça serait quand les évêques auront les retraites pour être sûr que nous avons représentation de nos diversités? Je n'ai pas cette information. Est-ce qu'il y a moyen? Elle doit d'abord répondre. Merci beaucoup pour la question. Je veux savoir si il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question. Je sais que Religion et race et GCOR ont fait les calculs concernant nos évêques, les groupes ethniques de nos évêques. Nous allons essayer de trouver une réponse à votre question. Évêque, si vous voulez parler. Oui, GCOR est là. Donnez-moi quelques minutes et je vais essayer de trouver cette information pour vous. OK. Nous avons maintenant point d'information à Lescat, Wisconsin. Évêque, j'ai l'information nécessaire. OK. Alors, nous allons demander au micro 1 pour Lescat, mais nous avons l'information de Moses Kumar. Noir, mâle, 6. Noir, femme, 7. Blanc, homme, 7. Blanc, femme, 6. Hispanique, homme, 2. Hispanique, femme, 4. Asiatique, homme, 2. Indigène américain, homme, 1. Total, 39 évêques. Voilà. Merci. Et l'autre partie de la question, c'est après la retraite, après les retraites dans les juridictions, ces chiffres seront comment? À un moment, c'est l'ordinateur qui on doit trouver à l'ordinateur. Nous apprécions à nos agences générales qui gardent cette information, pour nous. Lescat, pendant qu'on attend, pouvez-vous poser votre question? Absolument. Je pense que M. Kumar doit répondre aussi. Je suis Lescat, je suis femme clergée de Wisconsin. Merci à vous tous qui servent au comité interjuridictionnel sur l'épiscopat. Je sais que c'était beaucoup de travail cette semaine. Nous avons une des questions que j'ai,
La seule question que je pose ici est que nous avons entendu les membres de ce groupe demander au secrétaire Kumar, étant donné le nombre d'évêques que nous avons recommandés, quel serait le salaire pour les évêques juridictionnels? Combien est-ce que ça doit être pour ne pas dévier les fonds de nos agences générales? Merci. Arrêtez. Je vous rappelle la question que nous cherchons maintenant. Quelles seront les démographiques des évêques après que les retraites aient lieu? Et la seule réponse est après les retraites qui sont exigées. On ne sait pas pour les retraites volontaires. Évêque, en ce qui concerne le salaire, nous devons calculer cela. Question de salaire. Nous allons calculer. Évêque, je vais donner pour la retraite obligatoire pour les Noirs hommes, il y aura 4. Pour les Noirs femmes, il y aura 7. Pour les hommes blancs, 8. Pour les blancs femmes, 5. Hommes hispaniques, 2. Femmes hispaniques, 3. Asiatique américain, homme 2 et indigène américain, homme 1. Merci, c'était l'information demandée et nous avons maintenant la question concernant les salaires. J'ai cherché à l'ordinateur et si le délégué peut répéter la question encore, s'il vous plaît. Oui. Oui, je peux le faire. Merci. Ma question, secrétaire Kumar, est plutôt cette semaine uniquement la question. Que sera le salaire pour les évêques juridictionnels pour avoir un fonds épiscopal qui ne prend pas les fonds de nos agences générales? Alors, je veux appeler délégué Alice Williams. Alors, Jay Grimm, discours pour. Discours pour. Évêque, je suis Jay Grimm, adulte âgé homme blanc de Rio, Texas, laïque. Je soutiens les actions du comité et nous voulons les remercier pour cette décision de signification qu'ils ont prise. Et j'appelle à nos collègues des conférences centrales de reconnaître le sacrifice que les États-Unis prennent ici pour réduire de 7 évêques durant ce prochain quadriennat pour pouvoir ajouter en Afrique 2 maintenant et plus tard plus. Les besoins missionnels de cette Église sont
significatif et nous demandons beaucoup à nos collègues épiscopaux. Merci, comité juridictionnel, pour ces décisions difficiles que vous avez amenées et nous vous aimons beaucoup. Merci pour ceci. Maintenant, nous appelons délégué Odell Horn pour un discours contre. Évêque, est-ce que je peux donner d'abord la réponse? Oui, vous pouvez le faire. La réponse à la question du délégué, avec 32 évêques pour la réduction, le salaire des évêques a été réduit par un tiers pour ne pas toucher les montants donnés qui sont affectés aux autres travaux de l'Église. Micro 6, Odell Horn, laïque, Nord Georgia. Je remercie le comité interjuridictionnel sur l'épiscopat pour le rapport, mais je suis opposée le fait d'enlever deux évêques, de donner 2 évêques à la juridiction de l'Ouest et un au Nord-Est juridiction, quand la juridiction Sud-Est est la plus grande juridiction dans l'Église méthodiste unie et nous avons besoin de plus d'évêques dans la juridiction Sud-Est basée sur le nombre de membres. La conférence Nord-Georgie est une des conférences la plus grande aux États-Unis et il n'a qu'un évêque. Il est presque plus grand que les juridictions aux États-Unis. Je m'oppose à ce rapport. Merci pour vos commentaires. Le président maintenant appelle au délégué Christina McDermott. Microphone numéro 1. Je m'appelle Christina McDermott, je viens de Susquehanna, conférence, je suis laïque, je suis très blanche et je suis adulte et j'aimerais clôturer le débat. Il a été proposé et appuyé de clôturer le débat. La question est sur l'adoption de clôturer le débat. La motion demande un vote de 2 tiers. Il n'y a personne qui veut parler pour ou contre, mais il n'y a pas de discours pour amender. Il y a 2 pour clôturer le débat et 2 pour autres parlementaires. Encore, cette motion demande un vote de 2 tiers. Ceux qui sont en faveur, appuyez sur 1. Ceux qui s'opposent, appuyez sur 2. Votez maintenant. Je ne vois pas de drapeau. Nous avons clôturé le débat. Vous avez les résultats.
666 à l'affirmative et 40 en l'opposition. Vous avez voté pour clôturer le débat. Est-ce que le comité a un mot? Je pense que je vous ai donné l'information nécessaire pour faire une décision importante. Vous allez voter maintenant. Il faut vote majoritaire. C'est pour l'adoption de la motion pour distribution des évêques comme expliqué dans le comité. En faveur, appuyez sur 1, opposé, appuyez sur 2. Votez maintenant, s'il vous plaît. Le scrutin est fermé. Les résultats sont ici. 631 à l'affirmative, 65 négatifs. L'affirmative est adoptée. Alors, j'ai encore quelques mots dans le rapport. Le comité sur l'épiscopat interjuridictionnel continuera à se réunir tout au long de la période quadriennale. Notre travail le plus immédiat consistera à développer et à mettre en œuvre un processus de consultation avec tous les évêques qui ne prennent pas leur retraite et au sujet de la poursuite de leurs services. Nous tenons à préciser que le livre de discipline prévoit qu'un évêque doit consentir au transfert. Vous trouverez plus d'informations au paragraphe 512. Il est également important pour le comité, les comités juridictionnels et les conférences annuelles que le processus de consultation soit solide et qu'un évêque qui transfère le fasse en fonction de son propre discernement et de son appel. Au-delà des réunions des conférences juridictionnelles de cet été, le comité interjuridictionnel se réunira au cours des 4 prochaines années pour étudier les objectifs théologiques, les élections, le déploiement, la fonction, le financement et l'entretien du bureau de l'épiscopat au sein d'une conférence régionale des États-Unis. Je tiens à féliciter Sarah Hotchkiss, la directrice commerciale de la conférence générale, qui nous a beaucoup aidé à planifier nos réunions en nous fournissant des salles, des repas et une assistance technique. Veuillez exprimer votre gratitude aux personnes de votre conférence qui font partie de ce comité. Pendant que vous vous amusiez, que vous profitiez des dîners de délégation et que vous preniez un repas bien mérité, notre comité a accompli un travail fidèle. Si vous êtes membre du comité, veuillez vous lever. Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail ensemble. Nous anticipons continuer bien notre travail ensemble. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Bien-aimés, le temps pour notre ordre du jour est arrivé. L'ordre du jour est un repos. Alors, les délégués, nous sommes arrivés à notre repos. Nous allons prendre une pause jusqu'à 10h25, 10h25, pas midi 25, quand nous allons reprendre, et avec Karen Olivito sera notre présidente. C'était mon
privilège de discerner ce que Dieu voulait qu'on fasse. Revenez à 10h25.